Oui. En fait, pour mon premier film, Il Volveré, j'avais, dès l'écriture, en fait, j'avais décidé d'être dans le film parce que je me suis dit, c'est moi qui vais filmer. J'avais envie de filmer parce que j'aime bien filmer. Donc ça sera caméra subjective. Mon oncle est aveugle. C'est la nièce qui voit. C'est la nièce qui filme ce que lui voit pas. Et c'est un échange entre lui et moi. Et on est parti avec sa fille et sa fille aussi. Mais enfin, c'était surtout lui et moi. Il y avait un truc de transmission. Un truc de transmission, justement, c'était là où c'était universel. C'était, on a tous eu en tête un moment de partir avec quelqu'un de la famille pour se faire raconter un pan des origines. Donc il y avait ça qui, je trouvais, qui pouvait être en commun avec tout le monde, et c'était vraiment la raison. Moi, c'était aller me faire raconter ça, me faire raconter le Chili, quoi. De cette époque-là, les raisons de l'exil, pourquoi je suis née en France, c'est parce que lui un jour est venu avec mon père, donc me faire raconter cette fissure-là. Et du coup, oui, dans mon premier film, la caméra, elle tremble, elle bouge. Et au montage, j'ai fait exprès de laisser des bouger, des trembler. Par exemple, quand mon oncle retrouve un copain, ah salut, il se serre dans les bras. Moi, la caméra, elle fout le camp et on entend la bise. Il me fait la bise, il m'embrasse. Je vais pas dire attends, je tourne ou je coupe pas en fait. Et au montage, j'ai pas coupé non plus. Donc c'est discret, on me voit jamais, on m'entend rire. De temps en temps, je pose une question, on entend un peu mon accent français, c'est discret. Mais on sait d'emblée, de façon très discrète, quand mon oncle prend la parole la première fois, j'ai marqué Porfirio Díaz, mon oncle. Mon père parle dans le film, j'ai marqué Victor Díaz, mon père. Basta. On sait et on comprend, puisqu'on voit que la caméra rit, bouge, se déplace, quoi. On sent qu'il y a... c'est porté. Et en fait, pour celui-là, j'ai pas pu trouver ma place. Et j'avais pas envie. C'était toujours cette question de la légitimité. Qui je suis par rapport à ces disparus, aux familles des disparus, à ces procès en cours? Qui je suis par rapport à ce chanteur, à sa famille qui est toujours là? Pour moi, c'était impossible de la jouer comme ça. J'ai pas de raison très réfléchie. C'était sûr et certain que j'y serais pas. Et dans le troisième, j'y serais peut-être un peu plus comme dans le premier. Porté autrement, mais là je me suis effacée volontairement. C'est en fait le troisième El Paseo là que j'ai écrit et qui se tournera, je pense, l'hiver prochain au Chili. Du coup, que j'ai rencontré Lélo le fossoyeur, j'ai rencontré ses collègues et une gardienne de cimetière qui s'occupe justement du secteur des disparus qu'on voit dans l'extrait. Et je vais faire un film avec eux. Et si je vais être un tout petit peu dedans, a priori, comme ça, c'est toujours pareil, c'est le film fantasmé. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils me parlent à moi, parce qu'ils n'ont jamais parlé. Ils parlent à qui? Ils parlent à la fille de réfugié. Donc Elvira, moi, ma pomme, je m'en fiche, on ne me verra pas. C'est servir de prétexte pour mettre en valeur cette sortie du silence, en fait. Pourquoi ils acceptent de parler? Parce que l'interlocuteur n'est pas chilien, parce que c'est pas la télé chilienne, parce que c'est quelqu'un de la génération d'après qui veut transmettre. Et en fait, je m'en fiche de moi, de mon nombril. C'est la façon de mettre, oui, cette sortie de silence en valeur. Et puis en plus, il me tutoie, il m'appelle Minina, gamine, voilà. Donc il y a quelque chose qui est installé comme ça, d'un peu familier. Et c'est tous des grands-pères et des grands-mères, donc il y a tout de suite une tendresse un peu comme ça. Ils ont envie de raconter, de transmettre. Et là, le fait d'être complètement anonyme, je trouverais ça con de faire un truc un peu froid et journalistique, de recueillir de l'info à sensation. C'est pas le but. Donc j'y serais peut-être un petit peu plus. Enfin, moi, c'est moi, mais ça pourrait être n'importe quel autre fils ou fille de réfugié. J'allais dire, c'est ce que je représente comme ouverture. C'est-à-dire que c'est un monde tellement clos. Le film sortira pas du cimetière, sera fait que au cimetière. Donc c'était vraiment un huis clos et il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient. Et c'est pas n'importe qui, c'est la fille d'un maçon, ancien réfugié politique, qui est toujours pas revenu. Donc il y a quelque chose peut-être que je trouvais qui était intéressant par rapport à la préciosité de leurs paroles. En fait, je trouvais que c'était intéressant pour ça. Pour les deux films, j'ai pas perdu le centre, c'est-à-dire que je réadapte, mais je me fais pas culbuter hors sujet. Je sais pas comment dire ça. Moi, c'était clair et net que je voulais mettre en avant un acte de désobéissance. Donc, même si le filmage se déplace,
Le montage est toujours revenu là-dedans. J'ai jamais perdu le fil de ce que je voulais raconter. Bon, je suis tête de mule dans la vie, déjà hors film. Hein. Et je fais pareil là. Je savais ce que je voulais faire. En fait, on a travaillé en partenariat avec le Musée de la Mémoire. Ça, c'était un peu une consécration pour moi, j'allais dire. C'est-à-dire que mes 2 films vont être rangés au rayon Exil, Résistance 73 du Musée de la Mémoire et des Droits de l'Homme de Santiago. Donc le but, il est clair. Le but, il est transmission, archivage de la mémoire, de la parole. Et par exemple, pour le film des Fossoyeurs, je donnerai, c'est sûr, l'intégralité des entretiens au musée. Donc le but pour moi, il était clair. Je ne suis pas là pour faire un film à sensation. J'ai Hector qui craque et qui pleure. C'est pas dans le film. C'est pas le but. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire quelque chose là où c'était clair dans la forme, en tout cas, et dans l'écriture. Et je travaille à la télé. Hein. Je sais faire de la sensation, des ralentis, des larmes. Je sais super bien le faire. Hein. Et justement, c'était désapprendre ça. Donc partir dans la sobriété. Vous voyez bien, dans la morgue, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de coupe. J'ai essayé de faire un truc un peu sans adjectif, on va dire. C'était le travail avec la monteuse aussi, pas d'adjectif. C'est-à-dire que des fois, elle avait tendance à laisser un regard dans le vide. Je dis, ah non, on coupe. Oui, mais là, c'est émouvant. Je dis, oui, mais c'est de l'émotion, il y en a sur TF1. Moi, ce que je veux, c'est ce qu'il vient de dire quand ils disent ils avaient tous le cerveau éclaté. On n'a pas besoin de le voir comme ça, s'égarer, repartir dans son traumatisme. Et là, le cerveau éclaté, que ce soit au Chili en 73 ou n'importe où, on sait ce que c'est. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'archives non plus. C'est pour ça qu'il n'y a aucune photo de corps, rien du tout. J'ai tout viré. C'est vraiment sur la mémoire intime de quelqu'un qui a vécu quelque chose de fort. Et n'importe qui, face à des frigos, et on sait qu'il y avait des centaines de corps empilés, pour moi, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Ça, c'est un truc que j'essaie de ne pas perdre, et à l'écriture, et au tournage, et au montage. Lélo, le fossoyeur, il est assis devant c'est un système très télévisuel, on va dire, très classique d'interview, mais on était dans l'urgence. Je ne savais pas qu'ils allaient nous parler. Et pour moi, la façon la plus confortable de discuter avec lui, c'était qu'il s'assoit sur un caillou dans son cimetière et qu'on discute tous les deux et qu'il raconte ce qu'il raconte là, quand il dit ils avaient un trou là, l'arrière du crâne éclaté. Là, pour lui, j'ai dégainé ce que j'ai pu dégainer à chaud. Après, des choses comme ça où Hector, là on voit pas, mais Hector a été prisonnier aussi au stade national au Chili, où il revit les choses, il mime les exercices qu'il faisait pour se maintenir en forme. Alors il nous montre comment il faisait des pompes sur les grilles, comment il marche sur les bancs. C'est vrai que j'ai préféré, avec Hector, et lui il avait envie de ça aussi, ça tombait bien, on était tous les deux en accord avec ça, qui retourne sur les lieux. Lui, il voulait chasser les fantômes, il voulait revivre, il voulait se remettre dans la peau du jeune homme de 23 ans, il avait besoin de ça. Et donc ça, il avait besoin de ça, c'est quelque chose qui m'a plu dans le film. Par exemple, un moment au stade, c'est pas dans le film, c'est dans les rushs. Il regarde sous un lavabo dans les vestiaires et dit « Tu vois ce tuyau-là ? Eh ben là, l'eau, elle passe par là, là, il y a une jointure. » Et moi, je dormais là, en fait, assis, couché par terre. Il dit « C'est bizarre, hein, je me rappelle très bien de la tuyauterie. » Il dit « J'ai fait un stage de plomberie, en fait, ici. » Eh ben, on ne parle pas de militaire, on ne parle pas de quantité. Voilà, on parle de comment un mec il s'est évadé dans un bout de tuyau. Alors finalement, c'est pas dans le film parce qu'il y a 60 heures de rush, il reste 52 minutes. Mais c'est ce genre de choses, moi, qui m'a vraiment plu et vraiment qui ont été fortes avec Hector et dans ce que je fantasmais du film. Un mec qui raconte, on sait qu'il y a eu de la torture dégueulasse dans ce stade. C'est dit à d'autres moments. Mais moi, quand il me dit qu'il voyage dans le tuyau, je me dis que c'était la seule façon c'était de la survie, en fait, de la survie psychologique, quoi. Et ça, c'est ce genre de choses où on sort du processus d'interview pour raconter. Voilà, les gens sont ce qu'ils font. C'est-à-dire quand il dit moi j'étais allongé là, et il dit voilà, et quand j'étais allongé là, en plus au plafond, il y avait quelqu'un qui était monté. Je ne sais pas comment il était monté, puisqu'effectivement on ne voit pas comment il a pu grimper là, le mec. Et c'était marqué Stade national, prison du peuple du Chili. Et il dit quand j'étais allongé et que je faisais mon stage de tuyauterie, je voyais ça écrit au plafond. Et là, je trouve qu'on raconte aussi fort quelque chose que si on met des archives avec des violons et des ralentis, avec des images noir et blanc, et des militaires menaçants, et des tas de cadavres, et des chiffres, et des cartes, et des graphiques, et des commentaires avec plein d'adjectifs. Ce que je sais faire, parce que c'est mon métier.
Je vis de ça depuis 17 ans. Voilà. En plus, les faits divers, là, on est au taquet, là, en ce moment. Donc voilà. Alors 60 heures, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est vraiment, pour un film à 52 minutes, on tape souvent entre 20 et... Patricio Guzman, pour sa Nostalgie de la lumière, il avait 120 heures. Et c'est un film très contemplatif, très très lent, pas du tout dans le rythme. C'est-à-dire qu'au niveau matière filmée, on n'est vraiment pas au quart du dixième de ce qu'il a tourné. Après ça dépend des réalisateurs, du temps qu'on a, du challenge qu'on s'est fixé, du budget qu'on a aussi. Donc nous, on avait estimé ça, on s'était dit on partira entre 40 et 60 heures, on est revenu avec 60. Et en fait, non, j'ai pas déroché au fur et à mesure parce que le tournage était très intense, c'est-à-dire qu'on a tourné un mois, presque 7 jours sur 7. Où justement, j'ai essayé pour Hector que ça soit pas trop dense, en essayant de faire un planning qui soit humain pour lui. C'est pas le matin à la morgue, l'après-midi Stade National et le soir cimetière, c'est pas possible. Donc j'ai essayé de faire un planning très humain pour lui. Et nous, dans les temps creux que lui, il avait de repos, nous, on allait faire des vues de Santiago, les vues du cimetière, des trucs comme ça. Et du coup, déjà, j'avais pas le temps de les rusher au fur et à mesure. Ça nous arrivait de temps en temps, voir si ça marchait bien, si l'optique était bien comme on voulait, le son, voilà, ou se faire un peu plaisir, ou réfléchir un petit peu sur certains passages. Est-ce que ça, on l'a vraiment? Bon, sans plus, voilà. Et on n'a pas fait ça aussi. Pourquoi? Parce que la monteuse était en France et que la personne avec qui j'allais travailler, on a déroché ensemble. Alors, un boulot que j'ai découvert avec elle, en fait, et si j'avais su que ça existait pour mon premier film, je pense que j'aurais peut-être pas mis 9 ans à le monter sur mon temps libre. C'est les transcriptions, c'est-à-dire qu'elle a exigé, et qu'est-ce qu'elle a bien fait, ça a pris des semaines, et ça a commencé dès le début du tournage, c'est-à-dire que depuis le Chili, on a envoyé nos rushs, et il y a quelqu'un qui était, son boulot, c'était de tout ce qui est dit, tout ce qui est parlé dans le film, de le taper. Donc on avait une bible épaisse comme ça, on avait 100 pages de tout ce qui était dit à chaque séquence, classée par date et lieu. Et voilà, ce qui fait qu'on se dit, est-ce que ça, il le dit là, il le redit là, il le dit là, plutôt que de se balader, justement, quand on a quelqu'un, on a une unité de lieu pendant 3 heures, savoir où il le dit, alors qu'il il se balade dans une pièce pendant 3 heures, est-ce qu'il le dit, est-ce qu'il le dit pas, on pète les plombs. Donc, on avait ce truc de transcription, on se disait, ah, il le dit là, à 17h40, ouais, super, on allait vérifier. Et ça a été un gain de temps énorme. Et ça, pour les transcriptions, il faut que ce soit des transcriptions de qualité. C'est-à-dire que si c'est en langue étrangère, c'est pas approximatif. Il faut vraiment quelqu'un qui soit traducteur, qui comprenne même l'argot, parce que ça, c'est de l'argot du Chili des années 70, parlé par les pépés. Là, pas évident. Là, c'était un Mexicain. Il y avait des points d'interrogation au milieu des phrases. Donc ça, c'est un boulot très scrupuleux qui fait gagner un temps monstre et qui donne du recul. Et on a déroché ensemble. Ça a pris 3 semaines le dérochage. 3 semaines pour regarder ensemble et découvrir ensemble tout ce que je ramenais et qu'elle s'accapare toute la matière. Et on était parti, alors ça c'est les financements de films, on était parti sur 6 semaines de montage payé. On savait très bien qu'on déborderait parce que le budget du documentaire, on est toujours en dessous. Voilà, c'est pas là où part le pognon du cinéma, on le saurait. Et en fait, la monteuse pouvait rester jusqu'à 10 semaines maximum. Et à 10 semaines, elle est partie sur un autre projet. Elle avait déjà donné 4 semaines de son temps et de son argent et de sa bonne volonté et de son talent, parce que franchement, je vais rebosser avec elle sur le prochain film. Elle est partie à 10 semaines et coup de bol, je suis monteuse et les 2 dernières semaines, j'ai fini toute seule en fait. Et j'aurais aimé encore bosser 15 jours de plus, ce qui fait que là, je pense qu'on avait sous-estimé complètement le temps de montage. On est parti bille en tête en disant ouais, on est 2 monteuses, ça va aller vite. En fait, le sujet est tellement vertigineux, et comme le parti pris c'était de ne pas mettre de commentaires, eh bien, tu dois tout raconter avec les images, et ce qui est dit, et ce qui est fait, et ce qui est vécu, et tout ce qui s'est déplacé. Donc là, tu te retrouves confronté à ta matière. Et tout ce que tu as fantasmé, tu te dis ouais, c'est génial ce qu'on a tourné cet après-midi. Et tu le regardes le soir, et en fait, je sais pas, y a pas ça ne correspond pas à ce que tu as vécu au tournage, d'où vraiment l'importance de monter avec quelqu'un. Tout seul, c'est complètement schizophrène. C'est très, 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 très difficile. Monter avec quelqu'un qui est tout neuf, qui a du recul. Moi, c'est une fille que je connaissais pas, Florence, la monteuse. On a fait connaissance avec le film. C'est qu'elle est arrivée avec sa sensibilité, son regard tout neuf. Elle avait lu le dossier. On a échangé des mails pendant le tournage. Et puis, on s'est connus par le film, en fait. Donc, elle avait un œil neuf.
Elle comprenait très bien l'espagnol. Quand on dérush, on tournait les pages au fur et à mesure où c'était dit. Et en fait, c'est la monteuse qui bosse comme ça. J'ai découvert, moi, je bosse sur des formats très courts à la télé. Dans ce que je fais, moi, donc le montage de documentaires à sa façon. C'est sa cuisine à elle. Moi, je me suis complètement calquée sur ce qu'elle faisait. Elle avait un pot de feutre de toutes les couleurs et elle avait déjà ses codes couleurs et ses surligneurs et elle mettait des croix, des trucs, des signes et elle surlignait ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça elle rayait, là il surjoue, là il manque des bouts, ça c'est des divagations. Forcément, quand deux personnes se rencontrent pour la première fois, tu vas pas dire on peut éviter de parler du match de foot là, de la Coupe du Monde de 62 s'il vous plaît, voilà, et revenir au sujet. Je l'ai laissé divaguer. Bon, le transcripteur, il s'est fait chier parce qu'il a la discussion sur la Coupe du Monde de 62 au Chili, c'est très important pour eux. Donc je les ai laissés faire et il s'est quand même tapé les transcriptions parce que nous, quand on balaye, on va pas dire qu'est-ce qui se disait là. Ben non, pendant 2 pages, il parle de la Coupe du Monde de 62, on raye. Voilà. Le premier, je l'ai vraiment fait avec l'agnac, l'envie, ce que je suis partie un peu au feeling, on va dire. J'avais quand même des idées, j'avais quand même écrit aussi. Hein. Mais comme j'allais découvrir en même temps que mon oncle, c'était ça, c'est ce que je t'ai écrit par mail, un des trucs qui m'est venu justement. C'est que là, il y a quand même une grande différence entre les 2 films. C'est que le premier, mon oncle retourne pour la première fois après 30 ans. Et il n'est jamais retourné. Et je ne sais pas comment il va le vivre. On a calé, on a jalonné un peu notre parcours. On sait qu'il va revoir tel copain du foot, qu'il va être accueilli là, qu'on va passer par le désert. Donc on avait des points de repère, des séquences un peu écrites ensemble. Mais je ne sais pas en fait ce qui va se passer. Je le suis, on découvre ensemble. Je ne sais pas s'il va être bien accueilli par les copains du foot. En fait, ils ont fait une énorme réception, un grand repas. Ça, je ne savais pas que ça allait être fait. Donc, je découvre en même temps que lui. Donc, je suis hyper émue parce que c'est ma famille, c'est la maison familiale, c'est le quartier, c'est les voisins, c'est des gens que je connais. Parce que moi, j'étais déjà venue quelques fois avant. Donc, il y a toute mon émotion qui est là, qui découvre en même temps. C'est moi qui tourne, on me parle, on me bouscule. Enfin, c'est... voilà. Et là, la différence... Donc le premier, c'est la découverte, ça s'écrit en même temps que ça se tourne. Là, la grande différence, c'est qu'on connaît toute l'histoire. C'est-à-dire ces 48 heures où il trouve le corps de Víctor Jara, qui va à l'état civil faire reconnaître ses empreintes, qui va prévenir sa femme. Je connais l'histoire dans les détails depuis déjà, quand on part, 5 ans. Parce qu'il me l'avait raconté, puis avant, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on bosse. Et j'ai écrit le dossier et tout ça, et on connaît l'histoire par cœur. Comment raconter quelque chose qu'on connaît par cœur? Une histoire qui est close. Il va au Chili tous les ans, Hector, il a un appart à 500 mètres de la morgue. C'est la première fois qu'il re-rentre dans la morgue, mais il a déjà enterré des copains. Il y a sa mère dans le même cimetière, sa sœur, donc il va au cimetière tous les ans. Son histoire, il la raconte, il est à l'aise avec ça, il a fait une grande thérapie, donc en plus, il n'y a pas ce truc... Bon, retourner sur les lieux, c'était justement qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il émerge quelque chose de pas trop artificiel ou qui soit pas juste un récit planté devant un micro et une caméra. C'était retourner sur les lieux. Et lui, il avait envie de chasser les fantômes. Donc on s'est dit, tiens, j'ai chopé ça. Le truc de la catharsis, là oui, retourner sur les lieux ou rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que lui au même moment, d'autres témoins, des choses comme ça. Et... parce que là, on connaît tout. On connaît tous les détails. Donc ça, c'était la grande différence. Et il a fallu créer, et avec lui aussi, pour que ça reste aussi spontané. Donc ça, c'était une autre difficulté. C'était vraiment la grande différence entre les deux. J'ai découvert ça. C'est ça la différence que j'ai appris par contre, c'est que le premier, je suis partie au feeling avec ma caméra, et puis mon mec de l'époque qui était ingé son, et une copine, pour faire le film. Là, je suis partie avec du budget, une grosse caméra, un steadicam, un cadreur professionnel, un ingé son professionnel, un assistant professionnel, assistant de Patricio Guzman, ça tenait déjà pas du tout la pression. J'avais un autre assistant en plus, des mails avec une production, un truc que j'avais jamais découvert, enfin j'avais jamais vécu ça avant. Toutes les contraintes techniques d'envoi, machin. En fait, le premier, c'était hyper dur, parce que je suis partie toute seule et je portais tout. Donc c'était très dur, la solitude aussi de fabrication. Et en fait, la difficulté du deuxième, c'est qu'on était 15 à bosser sur le film. Et t'es là réal et on te demande ton avis pour tout le temps, 3 heures du matin, t'as 35 mails par jour. Au niveau surmenage nerveux, faut quand même être faut être prêt, quoi.
faut être prêt, puis faut accepter d'être déstructuré, remis en cause. Moi, j'allais dire que peut-être mon passif de monteuse sous pression à la télé m'a vachement aidée. C'est-à-dire que l'efficacité, le stress positif, je connais. Ça fait 15 ans qu'on me dit il y a un carambolage sur la 9, ça passe dans une demi-heure, allez, bam, on y va, quoi. Donc, moi, j'aime ça. Voilà, j'ai l'adrénaline hyper positive. Et le fait de lâcher aussi, il faut accepter de lâcher. Si tu veux tout contrôler, tu peux pas faire du docu, tu pètes les plombs. Il faut accepter de lâcher pendant que ça se passe. Il faut accepter les aléas, les imprévus de contenu, d'organisation, de tout, hein, de temps, de lumière, de tout ce qui peut se passer. Et au montage, c'est pareil. Il faut accepter de lâcher. Enfin, moi, j'aime bien dire que le montage, c'est pas qu'est-ce qu'on garde, c'est qu'est-ce qu'on jette. Et ça, c'est une bascule que j'ai fait dans mon chemin de monteuse, même en actu. Hein. C'est que tout ce que j'ai vu dans les rushs, les 60 heures, c'est cadeau, c'est pour moi, je suis ravie. Vous l'avez pas vu, tant pis. J'ai fait un choix pour vous. Le reste, qu'est-ce qu'on jette ? En fait, c'est pas jeter. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu, je l'ai vu, je sais que ça existe. Et ça, c'est assez difficile de rentrer dans l'entonnoir et de faire des choix, des fois où tu te dis, ça, c'est énorme, mais on va mettre ça parce que ça, c'est beaucoup plus dans le thème, beaucoup plus intéressant, plus précis. Il raconte énormément de choses dans la morgue, une fois qu'il se met à parler après. Eh ben, j'ai mis le moment muet. Donc c'est un choix, voilà. Donc c'est pas tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut mettre, rentrer au chausse-pied des trucs. C'est voilà, moi j'essaye d'élaguer. Il faut accepter de lâcher. Donc c'est un truc entre extrême maîtrise et lâchage. Et ça rend un peu zinzin. Hein. J'ai fait un petit burn-out de 3 semaines. Je vous confie. 3 semaines sous la couette une fois que les films sortent. Les 2 films sont sortis, quoi.